Au fond de l'abîme que la gloire et la fortune n'avaient pas pu combler, il fut sauvé par un geste innocent. Une petite fille pointa du doigt un ami spécial et, dans ce garçon, il vit les traits du fils qu'il avait perdu des années auparavant. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Le soleil se couchait sur Paris, baignant les rues pavées d'une lueur dorée qui contrastait avec l'humeur de Philippe Beaumont. Du haut de son bureau, au dernier étage de la tour Beaumont, il contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds, une ville qu'il avait conquise à force de travail et d'ambition. À 52 ans, Philippe était l'un des hommes d'affaires les plus influents de France, propriétaire d'un empire immobilier qui portait son nom et s'étendait désormais sur 3 continents. Son téléphone vibra sur le bureau en bois, précieux. C'était Étienne Leroy, son directeur financier. « Monsieur Beaumont, nous devons parler des nouveaux investissements à Bordeaux. » Philippe soupira. Les affaires ne s'arrêtaient jamais, même à cette heure tardive. « Venez dans mon bureau demain matin, Étienne. Il est tard. » Il raccrocha sans attendre de réponse et se versa un verre de cognac qu'il fit tourner lentement, entre ses doigts. Son regard s'attarda sur la photo encadrée posée sur son bureau, un petit garçon de 5 ans au sourire éclatant, aux yeux bleus profonds comme les siens. Mathieu, son fils disparu 7 ans auparavant. La douleur de cette absence ne s'était jamais atténuée. Malgré le temps écoulé, malgré les millions dépensés en enquêteurs privés, malgré les appels à témoins et les promesses de récompense, Mathieu restait introuvable, comme évaporé dans l'air parisien un jour de printemps, alors qu'il jouait dans le jardin du Luxembourg sous la surveillance de sa nounou. Philippe avala une gorgée de cognac, sentant la brûlure familière descendre dans sa gorge. La disparition de Mathieu avait été le début de la fin pour son mariage avec Élise. Leur relation, déjà fragilisée par ses absences répétées et son addiction au travail, n'avait pas survécu à cette tragédie. Élise vivait maintenant dans leur ancienne maison de campagne en Provence, avec leur fille Sophie, âgée de 12 ans, qu'ils ne voyaient que pendant les vacances scolaires. La sonnerie de son téléphone interrompit ses pensées. C'était son avocat, Maître Durand. « Philippe, nous avons un problème, un gros problème. » La voix de l'avocat était tendue, préoccupée. Les auditeurs ont trouvé des irrégularités dans les comptes de la société, des sommes importantes qui auraient été détournées. Les documents portent votre signature. Philippe se figea, le verre de cognac à mi-chemin de ses lèvres. « C'est impossible, Antoine. Je n'ai jamais signé d'autorisation pour des transferts suspects. » Les preuves semblent accablantes, Philippe. La brigade financière a ouvert une enquête. Je crains qu'une perquisition ne soit imminente. La nouvelle le frappa comme un coup. 2 points. Lui qui avait bâti sa réputation sur l'intégrité et la transparence se retrouvait soudain accusé de malversation. C'était absurde, insensé. Je n'ai rien fait de tel, Antoine. Quelqu'un essaie de me piéger. Je te crois. Philippe, mais il nous faudra des preuves solides pour contrer ces accusations. En attendant, prépare-toi à une tempête médiatique. L'avocat avait raison. Dès le lendemain matin, l'affaire faisait la une des journaux économiques. Scandale chez Beaumont Immobilier. Le PDG accusé de fraude fiscale et de détournement. De fond. Les chaînes d'information en continu diffusaient son portrait, accompagné de commentaires impitoyables sur sa chute probable. Philippe s'enferma dans son appartement du 16e arrondissement, refusant de répondre aux appels des journalistes qui campaient devant son immeuble. Seul son majordome, Gérard, fidèle depuis 20 ans, assurait le lien avec l'extérieur. Ce fut lui qui lui apporta la lettre d'Élise un matin de novembre, alors que le scandale prenait de l'ampleur. « Je ne peux pas laisser Sophie être exposée. À tout cela, mon avocat te contactera pour suspendre temporairement tes droits de visite jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Je suis désolé, Philippe. » Les mots d'Élise le transpercèrent plus douloureusement que toutes les accusations médiatiques. Être séparé de Sophie, le seul rayon de soleil qui lui restait, était insupportable. Il tenta de l'appeler, mais elle ne répondit pas à ses messages. Les jours suivants furent un cauchemar. Le conseil d'administration de Beaumont Immobilier, sous la pression des actionnaires, lui demanda de se mettre en retrait le temps de l'enquête. Étienne Leroy fut nommé PDG par intérim, une décision que Philippe accueillit avec amertume. Leroy, qu'il avait recruté 5 ans plus tôt et en qui il avait placé toute sa confiance,
avait à peine masqué sa satisfaction en prenant ses fonctions. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur Paris, Philippe ne supporta plus l'isolement de son appartement luxueux. Les murs semblaient se refermer sur lui. Il enfila un manteau sombre, un bonnet qui dissimulait en partie son visage, et sortit dans la nuit froide. Il marcha longtemps, sans but précis, quittant les quartiers huppés de l'ouest parisien pour s'enfoncer dans des rues moins familières. La neige tombait plus fort maintenant, enveloppant la ville d'un silence cotonneux. Peu à peu, les enseignes lumineuses des boutiques de luxe laissèrent place à des devantures plus modestes. Les passants se faisaient rares dans ce quartier populaire du 20e arrondissement. Philippe ne savait pas combien de temps il avait marché lorsqu'il arriva sur une petite place entourée d'immeubles anciens. Au centre, un kiosque à musique abandonné semblait attendre des jours meilleurs. Il s'assit sur un banc épuisé et contempla les flocons qui tombaient lentement autour de lui. Pour la première fois depuis des semaines, personne ne le reconnaissait, personne ne le jugeait. Il n'était plus Philippe Beaumont, le magnate de l'immobilier tombé en disgrâce, mais simplement un homme seul dans la nuit parisienne. Ses pensées dérivèrent vers Mathieu. Que serait devenu son fils aujourd'hui, à 12 ans? Aurait-il les mêmes passions, le même rire contagieux? Cette plaie jamais cicatrisée s'ouvrait à nouveau, plus douloureuse que jamais dans ce moment de solitude absolue. « Monsieur, vous pleurez ?» La voix enfantine le fit sursauter. Devant lui se tenait une petite fille d'environ 10 ans, emmitouflée, dans un manteau rouge trop grand pour elle, un bonnet assorti enfoncé sur ses cheveux bruns. Elle le regardait avec une curiosité non dissimulée, ses yeux sombres fixés sur son visage. Philippe porta la main à sa joue et réalisa qu'effectivement, des larmes y coulaient, gelant presque instantanément au contact de l'air froid. « Non, c'est juste la neige qui fond », mentit-il, embarrassé d'avoir été surpris dans un moment de faiblesse. La fillette inclina la tête, clairement peu convaincue par cette explication. « Je m'appelle Manon », dit-elle simplement. « Vous êtes tout seul ?» Il y avait dans sa question une innocence désarmante, dénuée du jugement auquel Philippe s'était habitué ces dernières semaines. « Oui, je suis tout seul », répondit-il, surpris par sa propre honnêteté. Manon hocha la tête, comme si cette réponse confirmait une théorie qu'elle avait déjà élaborée. « Moi aussi, je suis seul parfois, quand maman travaille tard à la boutique. »« Mais j'ai Thomas, mon ami. Il est là-bas, vous voulez le rencontrer ?» Elle pointa du doigt l'autre côté de la place où Philippe distingua la silhouette d'un jeune garçon qui jouait avec la neige, formant ce qui semblait être un bonhomme, rudimentaire. « Je ne pense pas que ta mère apprécierait que tu parles à un inconnu, Manon, » dit Philippe doucement, soudain conscient de l'incongruité de la situation. « Oh, maman dit toujours qu'il faut être gentil avec les gens tristes, » répondit Manon avec assurance. « Venez, Thomas sera content de vous voir. Il n'a pas beaucoup d'amis grands. » Sans attendre sa réponse, elle saisit sa main gantée et le tira vers le garçon. Philippe se laissa guider, étrangement docile face à cette petite tornade d'énergie. Alors qu'ils approchaient, le garçon se retourna. Le cœur de Philippe s'arrêta net. Le temps sembla se figer, comme suspendu entre deux battements. Le garçon qui se tenait devant lui, éclairé par la lueur diffuse des réverbères à travers, la neige aurait pu être Mathieu. Les mêmes yeux bleus profonds, la même courbe des sourcils, ce petit menton volontaire qu'il tenait de sa mère. Pendant un instant vertigineux, Philippe crut à un mirage, une hallucination née de son désespoir et de son épuisement. « Thomas, voici un monsieur qui était tout seul sur le banc », annonça Manon avec l'assurance d'une enfant qui ne doute jamais de ses décisions. Le garçon, qui devait avoir environ 12 ans, leva vers Philippe un regard curieux mais nullement intimidé. « Bonjour, monsieur », dit-il poliment. Sa voix était douce, légèrement hésitante. Pas celle de Mathieu, se dit Philippe, tentant de raisonner contre l'émotion qui l'envahissait. Mathieu avait disparu à 5 ans. Ce garçon était plus âgé. Et pourtant, cette ressemblance... « Bonjour, Thomas, » parvint-il à articuler. « Vous voulez nous aider à finir notre bonhomme de neige ?» demanda Manon. Thomas fait toujours la tête trop petite. Philippe se sentait incapable de détacher son regard du visage du garçon. Il y avait quelque chose dans ses traits, dans sa façon de se tenir, qui réveillait en lui des souvenirs enfouis. Était-ce simplement son esprit qui lui jouait des tours?
projetant l'image de son fils disparu sur ce garçon inconnu. Manon. Thomas. La voix féminine brisa le charme de l'instant. Une jeune femme traversait la place à grands pas, enveloppée, dans un épais manteau vert, son visage encadré par une écharpe en laine et un bonnet assorti. Elle avançait rapidement, son expression passant de l'inquiétude à la méfiance, en apercevant Philippe aux côtés des enfants. « Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants, monsieur ?» demanda-t-elle en arrivant à leur hauteur, se plaçant instinctivement entre Philippe et les enfants. « Maman, il était tout seul et triste sur le banc, » expliqua Manon comme si cela justifiait tout. « Je voulais lui présenter Thomas. » La femme étudia Philippe avec attention. Elle devait avoir une trentaine d'années, des traits fins et des yeux verts intelligents qui le jaugeaient avec une méfiance non dissimulée. « Je suis désolé, » dit Philippe, retrouvant ses esprits. « Je ne voulais pas vous inquiéter. Votre fille est venue me parler et... » « Je m'excuse pour Manon, » l'interrompit la jeune femme. « Elle est trop confiante parfois. Viens, Manon, Thomas, il est tard. On doit... » « Rentrer. »« Mais maman, on n'a pas fini notre bonhomme de neige, » protesta Manon. « Demain, ma chérie. La neige sera encore là. » Philippe savait qu'il devrait partir, s'éloigner, mais quelque chose le retenait. Ce garçon, Thomas, qui lui rappelait tant Mathieu, il ne pouvait simplement pas tourner les talons et l'oublier. « Excusez-moi, » dit-il, s'adressant à la mère. « Je m'appelle Philippe. Je ne voulais vraiment pas vous alarmer, c'est juste que votre fils... » « Thomas n'est pas mon fils biologique, » précisa la jeune femme, toujours sur la défensive. « Je suis sa tutrice légale depuis 3 ans. » Cette information frappa Philippe comme un coup de tonnerre. Un garçon qui n'était pas le fils biologique de cette femme qui avait l'âge que Mathieu aurait aujourd'hui et qui lui ressemblait tant. « Je suis Camille Moreau, » ajouta-t-elle après un moment d'hésitation. « Et vous êtes ?»« Philippe. Philippe Beaumont, » répondit-il automatiquement, avant de se rappeler que son nom était désormais associé à un scandale financier dans tous les médias. Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de Camille, mais elle ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, elle observa son visage fatigué, ses vêtements de qualité mais froissés, ses yeux rougis. « Vous semblez avoir besoin d'un café chaud, monsieur Beaumont, » dit-elle finalement, son ton s'adoucissant légèrement. « Ma boutique est juste au coin de la rue. Si vous voulez nous suivre, je peux vous en offrir un avant que vous ne repreniez votre chemin. » L'invitation le surprit. Il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne rapidement avec les enfants, pas à ce qu'elle lui propose un café. Peut-être était-ce la fatigue visible sur son visage, ou peut-être avait-elle décidé qu'il n'était pas une menace. « Avec plaisir, » répondit-il, reconnaissant pour cette gentillesse inattendue. Ils traversèrent la place en silence, les enfants marchant devant eux, Manon babillant joyeusement tandis que Thomas restait plus réservé. Philippe ne pouvait s'empêcher de regarder le garçon, notant chaque geste, chaque expression qui lui rappelait son fils disparu. Au coin de la rue, Camille s'arrêta devant une petite boutique dont l'enseigne indiquait les fleurs de Camille. À travers la vitrine, on distinguait des bouquets colorés et des plantes en pot, faiblement éclairées par des lumières tamisées. « Vous êtes fleuriste » constata Philippe. « Oui, ce n'est pas grand-chose comparé à ce que vous devez connaître, mais c'est mon petit monde à moi, » répondit Camille en déverrouillant la porte. Une vague de chaleur et le parfum délicat des fleurs les accueillirent à l'intérieur. La boutique était modeste mais charmante, avec des seaux de fleurs fraîches alignés contre les murs, des arrangements floraux sur des étagères en bois et un petit comptoir au fond. Un escalier en colimaçon dans un coin laissait deviner qu'il y avait un appartement au-dessus du magasin. « Nous vivons à l'étage, » expliqua Camille, captant son regard. « C'est petit, mais c'est notre cocon. »« C'est charmant, » dit sincèrement Philippe, frappé par la différence entre ce lieu simple mais accueillant et son vaste appartement froid du 16e arrondissement. « Manon, Thomas, allez vous changer à l'étage pendant que je prépare un café pour monsieur Beaumont, » instruisit Camille. Les enfants obéirent, montant l'escalier en spirale, leurs pas résonnant au-dessus de leur tête. Resté seul avec Philippe, Camille se dirigea vers une petite machine à café posée sur une étagère derrière le comptoir. « Alors, monsieur Beaumont, qu'est-ce qui vous amène dans notre quartier ? Ce n'est pas exactement le 16e arrondissement, » demanda-t-elle en préparant le café. Philippe hésita. « Philippe. » Elle savait évidemment qui il était. « J'avais besoin de m'éloigner de tout ça, » répondit-il finalement.
Des journalistes, des regards, des jugements. Camille hocha la tête sans commenter. Elle lui tendit une tasse de café fumant. « Je ne vous demanderai pas si les accusations sont vraies, dit-elle. Ce n'est pas mon affaire, mais vous semblez avoir besoin d'un moment de pêche. » Cette absence de jugement le toucha profondément. Depuis des semaines, il n'avait connu que des regards accusateurs, des questions insistantes, des suppositions malveillantes. « Merci, dit-il simplement, pour le café et pour ne pas poser de questions. » Camille s'appuya contre le comptoir, tenant sa propre tasse entre ses mains comme pour se réchauffer. « J'ai appris à ne pas juger trop vite, » dit-elle doucement. « La vie m'a enseigné que les apparences sont souvent trompeuses. » Il y avait dans sa voix une sagesse qui semblait dépasser son âge, comme si elle avait vécu plusieurs vies en une seule. Philippe se demanda quelle était son histoire, comment elle s'était retrouvée à élever seule une fille et un garçon qui n'était pas le sien. Thomas. « Il me rappelle quelqu'un, » avoua Philippe après un moment de silence. Camille l'étudia avec attention, semblant peser le pour et le contre avant de parler. « Votre fils disparu, » dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. Philippe la regarda surpris. « Comment le savez-vous » ? C'était dans les journaux à l'époque. Et puis, la façon dont vous le regardiez sur la place. J'ai compris que ce n'était pas un simple intérêt pour un enfant inconnu. Philippe hocha la tête, incapable de nier. Il avala une gorgée de café, reconnaissant pour la chaleur qui se répandait dans son corps. Mathieu a disparu il y a 7 ans. Il aurait 12 ans maintenant, comme Thomas. Camille sembla réfléchir, intensément, son regard se perdant dans sa tasse de café. « Thomas est arrivé dans ma vie il y a 3 ans, dit-elle lentement. Il avait été recueilli par une association d'aide à l'enfance, après avoir été retrouvé errant seul dans les rues de Lyon. Il ne se souvenait de rien, pas même de son nom. Les autorités n'ont jamais pu retrouver sa famille d'origine. J'étais bénévole dans cette association à l'époque. Je m'occupais de lui régulièrement, et un lien s'est créé entre nous. Quand il est devenu clair que personne ne le réclamait, j'ai demandé à devenir sa tutrice légale. » Le cœur de Philippe battait à tout rompre. Lyon. L'enquête sur la disparition de Mathieu avait évoqué à un moment donné la piste d'un réseau de trafic d'enfants opérant entre Paris et Lyon, mais les preuves étaient trop minces pour être suivies sérieusement. « A-t-il des souvenirs de sa vie d'avant » demanda Philippe, la voix tremblante. « Très peu. Des fragments, des impressions plutôt que des souvenirs concrets. Un jardin avec une balançoire, un grand chien noir, une chambre avec des étoiles au plafond. » Philippe sentit son souffle se couper. La chambre de Mathieu avait un plafond décoré d'étoiles phosphorescentes et la famille possédait un labrador noir nommé Jazz qui avait déjà disparu avant l'enlèvement de Mathieu. « Camille, dit-il, luttant pour garder sa voix stable, je pense que Thomas pourrait être mon fils. » Les mots étaient sortis avant même qu'il ne puisse les retenir. Camille le fixa, son expression passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une forme de peur. « Je vous demande pardon ?» Camille posa sa tasse sur le comptoir, une expression de méfiance remplaçant la bienveillance qu'elle avait manifestée jusqu'alors. « Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et prétendre que Thomas est votre fils disparu. » Philippe comprit immédiatement qu'il avait commis une erreur en exprimant si abruptement ses soupçons. La peur qu'il lisait maintenant dans les yeux de Camille était compréhensible. Elle craignait qu'il ne vienne lui arracher l'enfant qu'elle avait élevé comme le sien pendant 3 ans. « Je suis désolé, s'empressa-t-il de dire. Je ne voulais pas vous alarmer, c'est juste que... Les coïncidences sont troublantes. La ressemblance physique, l'âge, les quelques souvenirs que vous mentionnez. Des coïncidences ne font pas qu'une preuve, monsieur Beaumont, répliqua Camille, croisant les bras dans un geste défensif. J'ai recueilli Thomas légalement. Tous les efforts ont été faits pour retrouver sa famille d'origine. Je ne remets pas cela en question, assura Philippe. Je sais que vous avez agi en toute bonne foi, mais comprenez-moi, j'ai perdu mon fils il y a 7 ans. Chaque jour depuis, je me demande où il est, s'il va bien, s'il est même encore. Il ne put terminer sa phrase, submergé par l'émotion. Camille sembla s'adoucir légèrement devant sa détresse évidente. Je comprends votre douleur, monsieur Beaumont. Vraiment. Mais vous devez aussi comprendre la mienne. Thomas est mon fils maintenant, peut-être pas par le sang, mais par l'amour et les soins que je lui ai donnés depuis 3 ans. Je ne peux pas simplement accepter votre théorie sur la base de quelques similitudes. Le bruit des pas dans l'escalier annonça le retour des enfants.
Thomas et Manon apparurent, vêtus de pyjamas chauds, leurs cheveux humides, fraîchement lavés. « Le monsieur est encore là ?» demanda Manon visiblement. « Ravi. Il va rester pour dîner. »« Non, ma chérie, » répondit Camille avec douceur mais fermeté. Monsieur Beaumont allait justement partir. Philippe sentit son cœur se serrer en regardant Thomas. Était-ce vraiment Mathieu? Ou son désespoir? Lui faisait-il voir ce qu'il voulait désespérément croire? « Bien sûr, dit-il en se levant. Merci pour votre hospitalité, Madame Moreau. » Il se dirigea vers la porte, conscient qu'insister ne ferait qu'aggraver la situation. Au moment de sortir, il se tourna une dernière fois vers Camille. « Si vous changez d'avis et acceptez d'en discuter plus calmement, voici mon numéro. » Il griffonna son téléphone sur un carnet de commandes posé près de la caisse. « Je ne ferai rien qui puisse perturber Thomas, je vous le promets. Je veux juste savoir. » Camille ne répondit pas, mais prit le papier qu'il lui tendait. Son expression restait indéchiffrable. « Au revoir, monsieur Beaumont, » dit Thomas de sa voix douce. « J'espère que vous ne serez plus triste. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, touchèrent Philippe au plus profond de son être. Il sourit faiblement au garçon. « Au revoir, Thomas. Prends soin de toi. » La neige tombait toujours lorsqu'il quitta la boutique. Le froid mordant de décembre lui gifla le visage, mais il le remarqua à peine, perdu dans ses pensées. Il marcha longtemps dans les rues de Paris, revivant chaque détail de cette rencontre improbable. Était-ce le destin qui l'avait conduit vers cette place enneigée, vers ce garçon qui ressemblait tant à son fils, ou simplement le fruit du hasard et de son imagination tourmentée? Lorsqu'il regagna finalement son appartement aux premières, lueur de l'aube, il était transi de froid mais étrangement apaisé. Pour la première fois depuis des semaines, il s'endormit sans l'aide de somnifères, bercé par l'image de Thomas jouant dans la neige. Les jours qui suivirent furent marqués par une attente fébrile. Philippe espérait un appel de Camille qui ne venait pas. Entre-temps, l'enquête sur le scandale financier qui le touchait progressait lentement. Son avocat, maître Durand, avait obtenu l'accès à certains documents numériques de l'entreprise et commençait à identifier des anomalies dans la chronologie des transferts incriminés. « Il y a quelque chose qui cloche, Philippe », lui confia l'avocat lors d'une réunion dans son cabinet feutré du 8e arrondissement. « Les eurodatages de certaines transactions ne correspondent pas à tes emplois du temps. Tu étais à New York quand ces transferts ont été validés depuis ton ordinateur, à Paris. Je te l'ai dit, Antoine, je n'ai jamais autorisé ces opérations. Quelqu'un a utilisé mes codes d'accès, falsifié ma signature électronique. Le problème, c'est de le prouver et de découvrir qui aurait pu avoir intérêt à te faire tomber. » Philippe réfléchit. La liste des suspects potentiels était longue: concurrents jaloux, anciens employés rancuniers, partenaires commerciaux mécontents, mais une idée commençait à germer dans son esprit. « Étienne Leroy, » murmura-t-il, « il a toujours voulu ma place, et depuis que le scandale a éclaté, il dirige l'entreprise de facto. Leroy, ton directeur financier, c'est une accusation grave, Philippe. Je sais. Mais qui d'autre avait accès à mes codes, connaissait parfaitement les rouages financiers de l'entreprise et avait le plus à gagner de ma chute? Maître, Durand nota le nom sans commenter davantage. Je vais demander une expertise informatique plus poussée. Si quelqu'un a manipulé les systèmes, nous finirons par le découvrir. En quittant le cabinet de son avocat, Philippe sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Son cœur s'accéléra. « Allô? Monsieur Beaumont, c'est Camille Moreau. » Sa voix semblait hésitante, comme si elle n'était pas certaine d'avoir pris la bonne décision en l'appelant. « Madame. »« Moreau, je suis heureux de vous entendre. J'ai réfléchi à notre conversation. Si vous pensez vraiment que Thomas pourrait être votre fils, il existe des moyens de le vérifier scientifiquement, sans perturber l'enfant. » Philippe sentit un mélange d'espoir et d'appréhension l'envahir. « Un test ADN? » ?»« Oui. Je ne dis pas que j'y crois, mais je dois admettre que certaines choses m'ont troublé depuis votre visite. Thomas a fait des cauchemars ces derniers jours. Il a parlé dans son sommeil d'un jardin et d'un chien noir qu'il appelait Jazz. Le nom du labrador de la famille Beaumont. Philippe dut s'appuyer contre un mur pour ne pas chanceler sous le choc. « Accepteriez-vous de nous rencontrer à nouveau ?» demanda Camille, pour discuter calmement de la situation et de la marche à suivre. « Bien sûr. Quand et où vous voulez. »
Demain, à 15 heures, il y a un petit café près de ma boutique, le Petit Coin. C'est discret, et les enfants seront à l'école. J'y serai. Merci, Madame Moreau. Vraiment. Après avoir raccroché, Philippe resta immobile un long moment, submergé par une vague d'émotions contradictoires. L'espoir d'abord, puissant et presque douloureux, mais aussi la peur. Et si le test prouvait que Thomas n'était pas Mathieu, pourrait-il supporter cette nouvelle déception? Et s'il s'agissait bien de son fils, comment gérer cette situation sans traumatiser davantage l'enfant qui ne se souvenait pas de lui? Le lendemain, il arriva au café une demi-heure en avance, trop nerveux pour attendre chez lui. Le Petit Coin était un établissement modeste mais chaleureux, avec des banquettes en simili-cuir rouge et des tables en formica jauni. Loin des restaurants étoilés qu'il fréquentait habituellement, mais étrangement réconfortant dans sa simplicité, authentique. Camille arriva à l'heure exacte, emmitouflée dans son manteau vert, ses joues rosies par le froid. Elle repéra Philippe dans un coin discret et vint s'asseoir face à lui. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Elle hocha la tête, commandant un café au serveur qui s'approchait. Un silence s'installa entre eux, ni confortable ni hostile, simplement chargé d'une tension palpable. « J'ai apporté des photos », dit finalement Philippe, sortant une enveloppe de sa veste, « de Mathieu avant sa disparition. » Il les étala sur la table. Mathieu à 4 ans sur une plage normande, riant aux éclats. Mathieu à 5 ans soufflant les bougies de son gâteau d'anniversaire. Mathieu dans le jardin du Luxembourg, sur la même balançoire où il avait été vu pour la dernière fois. Camille les examina attentivement, son expression passant de la concentration à une forme de stupeur. « La ressemblance est frappante », admit-elle à contre-cœur. « Mais ça ne prouve rien en soi. Je sais, c'est pourquoi je suis prêt à faire un test ADN, si vous l'acceptez. » Camille soupira, tournant distraitement sa cuillère dans son café. « Avant d'en arriver là, j'ai besoin de comprendre vos intentions, Monsieur Beaumont. Si, hypothétiquement, Thomas s'avérait être votre fils, que feriez-vous » La question était directe, cruciale. Philippe y avait réfléchi pendant des heures la nuit précédente. « Je ne chercherai pas à vous l'enlever, si c'est ce qui vous inquiète, » répondit-il avec sincérité. « Thomas vous considère comme sa mère. Vous êtes sa famille depuis 3 ans. Arracher un enfant à son environnement stable serait cruel et traumatisant. » Il vit les épaules de Camille se détendre légèrement. « Alors que voudriez-vous » demanda Camille, son regard perçant cherchant à déchiffrer les véritables intentions de Philippe. « Une chance de faire partie de sa vie, » répondit-il simplement. « De le connaître, d'être présent pour lui. Peut-être, avec le temps et beaucoup de patience, lui expliquer doucement qui je suis, qui il est, mais à son rythme, sans rien brusquer. » Camille l'étudia longuement, comme si elle cherchait à lire au-delà des mots, jusqu'au fond de son âme. « Vous semblez sincère, dit-elle finalement, mais comprenez mes réserves. Vous êtes Philippe Beaumont, un homme immensément riche et puissant malgré vos récents déboires. Je suis une simple fleuriste du 20e arrondissement. Si vous décidiez de vous battre pour la garde, quelles seraient mes chances face à votre armée d'avocats ?» La question était légitime. Philippe ne pouvait nier la disparité évidente de leurs moyens. « Je vous propose un accord écrit, » répondit-il, « un document légal rédigé par un notaire qui stipulerait clairement que je ne contesterai jamais votre tutelle légale, quels que soient les résultats du test ADN. Je m'engagerai simplement à un droit de visite, établi selon vos conditions. » Camille sembla surprise par cette proposition. « Vous iriez jusque-là » ? « Oui, parce que je ne veux pas gagner une bataille juridique. Je veux juste retrouver mon fils et, si c'est bien lui, faire partie de sa vie d'une manière qui soit bénéfique pour lui. » Un long silence s'installa pendant lequel Camille fixait sa tasse de café, perdue dans ses pensées. Philippe respecta ce moment de réflexion, comprenant l'immensité de la décision qu'elle devait prendre. « D'accord, » dit-elle finalement, « nous ferons ce test ADN. Mais je veux cet accord écrit avant toute chose, et je veux également que nous consultions un psychologue pour enfants pour nous conseiller sur la meilleure façon de gérer cette situation si le test s'avère positif. » « Bien sûr, » acquiesça Philippe, soulagé. « Je contacterai mon notaire dès aujourd'hui pour l'accord, et vous pourrez choisir le psychologue qui vous inspire confiance. » Ils discutèrent ensuite des aspects pratiques. Comment prélever discrètement un échantillon ADN de Thomas sans l'alarmer?
quel laboratoire contacter pour assurer confidentialité et fiabilité, quand se revoir pour discuter des résultats. Lorsqu'ils se séparèrent 1 heure plus tard, quelque chose avait changé entre eux. Une forme de respect mutuel s'était installée, née de leur préoccupation commune pour le bien-être de Thomas. « Avant que vous partiez, dit Camille en se levant, j'aimerais vous inviter à dîner chez nous demain soir, juste pour observer Thomas dans son environnement habituel, et peut-être pour qu'il s'habitue un peu à votre présence au cas où. » Cette invitation inattendue toucha Philippe plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Avec plaisir. Je peux apporter quelque chose. » « Rien du tout. C'est un dîner simple. Ne vous attendez pas à de la haute gastronomie. Les meilleurs repas sont souvent les plus simples, » répondit Philippe avec un sourire sincère. Le lendemain soir, il se présenta à la boutique Les Fleurs de Camille, avec néanmoins un bouquet de fleurs sauvages soigneusement choisies chez un autre fleuriste, un geste qu'il avait longuement hésité à faire, craignant que cela ne paraisse présomptueux d'offrir des fleurs à une fleuriste, et une boîte de chocolat fin pour les enfants. L'appartement au-dessus de la boutique était effectivement petit, mais remarquablement chaleureux. Un salon-salle à manger décoré avec goût malgré la modestie du mobilier, des murs ornés de dessins d'enfants encadrés, des plantes vertes dans chaque recoin disponible, et une cuisine ouverte d'où s'échappaient des odeurs alléchantes. « Maman fait son gratin dauphinois », annonça fièrement Manon en accueillant Philippe. « C'est le meilleur du monde entier !»« J'ai hâte de goûter ça », répondit Philippe, surpris par la facilité avec laquelle la petite fille l'avait adopté. Thomas était plus réservé, mais il accueillit Philippe avec un sourire timide qui lui serra le cœur. Ils passèrent à table peu après, et Philippe fut frappé par la simplicité joyeuse de ce repas familial. Manon bavardait sans interruption, racontant sa journée à l'école avec force détail, tandis que Thomas intervenait, occasionnellement avec des remarques souvent perspicaces pour son âge. Camille veillait à ce que tout le monde soit servi, posant des questions aux enfants sur leurs activités, les encourageant à partager leurs pensées. C'était si différent des dîners formels que Philippe avait l'habitude de présider, ou des repas solitaires qu'il prenait dans son vaste appartement depuis son divorce. Il y avait une authenticité dans cette scène qui lui fit réaliser à quel point sa propre vie était devenue artificielle, focalisée sur l'accumulation de richesses et de pouvoir au détriment des relations humaines véritables. Après le dîner, Camille proposa à Philippe de rester un peu pendant qu'elle couchait les enfants. Il accepta avec gratitude, s'installant dans le petit salon avec un café. Ses yeux se posèrent sur les livres qui remplissaient une étagère modeste. Des romans, quelques livres de poésie, beaucoup d'ouvrages sur le jardinage et les fleurs, mais aussi des livres d'éducation positive et de psychologie infantile. Camille était clairement une femme qui s'investissait pleinement dans son rôle de mère. Elle revint une vingtaine de minutes plus tard, l'air légèrement fatigué mais détendu. « Ils se sont endormis rapidement », dit-elle en s'asseyant face à lui. « Thomas voulait que je vous dise bonne nuit de sa part. » Ce simple message émut Philippe plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. « C'est un garçon remarquable », dit-il doucement. « Oui, il l'est », confirma Camille avec fierté. « Intelligent, sensible, toujours attentif aux autres. Il a eu du mal à s'adapter au début quand il est arrivé chez moi. Il faisait des cauchemars presque chaque nuit, ne parlait presque pas, mais petit à petit, il s'est ouvert. Comment l'avez-vous aidé ? Avec beaucoup de patience et des fleurs, étrangement. » Elle sourit à ce souvenir. Il passait des heures à m'observer travailler dans la boutique. Un jour, je lui ai proposé de m'aider à préparer un bouquet. Ses petites mains arrangèrent les fleurs avec un soin particulier, comme s'il comprenait leur fragilité. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à parler davantage, à exprimer ses émotions. Philippe l'écoutait, fasciné par ces détails sur l'évolution de Thomas, imaginant ce que son fils avait pu vivre pendant les années où il avait été séparé de sa famille. « J'ai prélevé quelques cheveux sur sa brosse, » dit Camille, changeant de sujet. « Pour le test ADN, j'ai aussi trouvé un laboratoire discret qui peut faire l'analyse rapidement, sans trop de questions. »« Merci, » dit Philippe avec reconnaissance. « Mon notaire a préparé l'accord dont nous avons parlé. Je l'ai apporté pour que vous puissiez le lire tranquillement. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit. Camille la prit et la posa sur la table basse. « Je le lirai plus tard. Pour l'instant, j'aimerais en savoir plus sur vous, Philippe Beaumont. Pas le magnate de l'immobilier que décrivent les journaux, mais l'homme qui cherche son fils depuis 7 ans.
La demande le prit au dépourvu. Parler de lui-même, de ses sentiments, n'était pas quelque chose qu'il faisait facilement. Que voulez-vous savoir exactement? Comment étiez-vous avant la disparition de Mathieu? Qu'est-ce qui a changé en vous? Philippe réfléchit, un moment, cherchant les mots justes pour décrire la transformation qui s'était opérée en lui. J'étais différent. Plus dur, plus focalisé sur la réussite matérielle. Je croyais que construire un empire était la meilleure façon d'assurer l'avenir de mes enfants. Je passais plus de temps dans mon bureau qu'avec ma famille. Élise, mon ex-femme, me le reprochait souvent. Il marqua une pause, se remémorant cette période de sa vie avec une clarté douloureuse. Quand Mathieu a disparu, tout s'est effondré. L'argent, le pouvoir, le succès, tout ça n'avait soudain plus aucune importance. J'aurais tout donné, absolument tout, pour le retrouver. J'ai passé des mois à suivre la moindre piste, à harceler la police, à engager des détectives privés. J'ai négligé mon entreprise, ma fille Sophie, mon mariage. Élise ne supportait plus de me voir sombrer dans cette obsession. Elle a fini par partir, emmenant Sophie avec elle. « Je suis désolé », murmura Camille. Avec le temps, j'ai dû reprendre le contrôle de l'entreprise pour ne pas tout perdre. Mais je n'ai jamais cessé de chercher. Chaque année, à l'anniversaire de sa disparition, je renouvelais l'appel à témoins. J'augmentais la récompense. Les gens ont fini par m'oublier, par oublier Mathieu. Mais pas moi. Il y avait une intensité dans sa voix qui parlait plus que les mots eux-mêmes. Camille l'observait attentivement, semblant jauger sa sincérité. Et maintenant, avec ce scandale. Financier, commença-t-elle. Ce scandale est une machination, affirma Philippe avec une conviction tranquille. Je n'ai jamais autorisé ces transferts de fonds, jamais signé ces documents. Quelqu'un a soigneusement orchestré ma chute. Vous avez une idée de qui pourrait être derrière tout ça? Demanda Camille, visiblement intéressée malgré elle. Mon directeur financier, Étienne Leroy, un homme que j'ai recruté il y a 5 ans, en qui j'avais toute confiance. Il a pris ma place à la tête de l'entreprise depuis que le conseil m'a demandé de me mettre en retrait. Pourquoi ferait-il une chose pareille? L'ambition, le pouvoir. Il a toujours voulu diriger Beaumont Immobilier, mais savait qu'il n'y parviendrait jamais tant que je serais là. Alors il a créé ce scandale pour me discréditer et prendre ma place. Camille semblait dubitative. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves? Mon avocat travaille dessus. Il a déjà trouvé des incohérences dans les dates des transactions, et des témoins commencent à se manifester, des employés qui ont remarqué le comportement étrange de Leroy ces derniers mois. Je vois. Camille resta silencieuse un moment, semblant peser la crédibilité de cette explication. J'espère que la vérité éclatera, quelle qu'elle soit. Elle éclatera, affirma Philippe. Je ne laisserai pas ma réputation être détruite par un traître. Ils discutèrent encore un peu, évoquant leurs parcours respectifs, leur vision de l'éducation, leurs espoirs pour l'avenir. Malgré leur monde si différent, Philippe fut surpris de découvrir des points communs avec cette fleuriste. Au caractère bien trempé, ils partageaient un certain pragmatisme, une volonté farouche de protéger ceux qu'ils aimaient et une résilience forgée par les épreuves. Lorsque Philippe quitta l'appartement cette nuit-là, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus simplement de retrouver son fils. Il commençait à s'attacher à cette famille improbable. Camille avec sa force tranquille, Manon et son enthousiasme contagieux, et bien sûr Thomas, ce garçon si semblable à Mathieu et pourtant unique à sa façon. Les jours suivants s'écoulèrent dans une attente fébrile. Le test ADN avait été envoyé au laboratoire et les résultats ne seraient pas disponibles avant une semaine. Entre-temps, l'enquête sur le scandale financier progressait lentement mais sûrement. Maître Durand avait réussi à obtenir des preuves solides que certains documents numériques avaient été modifiés après leur signature par Philippe. « On avance, Philippe », lui annonça l'avocat lors d'une rencontre dans un café discret du 15e arrondissement. Un expert informatique a identifié des traces d'intrusion dans le système. Quelqu'un a utilisé ton compte avec des adresses IP qui ne correspondent pas à tes lieux de connexion habituels. Leroy? Possible, mais on a besoin de plus pour le prouver formellement. J'ai demandé un mandat pour accéder à ces relevés. Bancaire personnel. S'il a détourné des fonds, il a dû les placer quelque part. Philippe hocha la tête, satisfait de ses avancées. Pourtant, il réalisa avec surprise que cette affaire, qui l'obsédait quelques semaines plus tôt, semblait
maintenant presque secondaire, face à la possibilité de retrouver son fils. Pendant cette semaine d'attente, il rendit plusieurs fois visite à la boutique de Camille. Sous prétexte d'acheter des fleurs pour son appartement, il passait du temps avec elle, l'aidant parfois à préparer des bouquets ou à réorganiser les présentoirs. Le soir, il était occasionnellement invité à dîner avec la petite famille, des moments qu'il savourait de plus en plus. Thomas s'ouvrait progressivement à lui, l'accueillant avec un sourire de moins en moins timide. Un soir, il lui montra fièrement sa collection de minéraux, expliquant avec passion les caractéristiques de chaque pierre. Philippe l'écoutait, fasciné, se rappelant que Mathieu aussi avait manifesté très jeune un intérêt pour les sciences naturelles. « Celui-ci, c'est du quartz rose », expliquait Thomas en lui tendant une pierre rose pâle. « Maman dit que c'est la pierre de l'amour et de la paix. » « C'est une très belle pierre, » approuva Philippe. « Tu sais, j'ai un ami géologue qui pourrait te montrer sa collection un jour. Il a des minéraux du monde entier. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Vraiment ? Ce serait génial !» Ces petites interactions, ces moments de connexion, renforcèrent la conviction de Philippe que Thomas était bien Mathieu. Mais il s'efforçait de rester prudent, de ne pas laisser ses espoirs obscurcir son jugement. Les tests ADN seraient la seule preuve irréfutable. La veille du jour où il devait recevoir les résultats, Philippe fut contacté par Maître Durand. La voix de l'avocat était excitée, presque jubilatoire. « On le tient, Philippe. On a trouvé un compte offshore au nom de Leroy. Des sommes importantes y ont été versées exactement aux dates des transactions frauduleuses chez Beaumont Immobilier. Et ce n'est pas tout. Un ancien assistant de Leroy a accepté de témoigner. Il affirme avoir vu son patron falsifier ta signature électronique à plusieurs reprises. » La nouvelle aurait dû le remplir de joie et de soulagement. Sa réputation allait être lavée, son honneur restauré. Pourtant, sa première pensée fut pour Thomas et Camille. Comment cette évolution allait-elle affecter leur situation? « C'est une excellente nouvelle, Antoine. Quand pourra-t-on présenter ces preuves au procureur? J'ai déjà pris rendez-vous pour demain matin. Si tout se passe bien, une perquisition pourrait être ordonnée dans la journée chez Leroy. L'affaire sera probablement rendue publique dès demain soir. » « Parfait. Tiens-moi informé. » Philippe raccrocha pensif. Le timing était étrange. Demain, il saurait si Thomas était bien son fils. Et le même jour, son nom pourrait être lavé publiquement des accusations qui pesaient sur lui. Était-ce un signe du destin? Il appela Camille pour l'informer que les résultats du test seraient disponibles le lendemain après-midi. « Je passerai les chercher et je viendrai directement à la boutique, » proposa-t-il. « À moins que vous préfériez que nous les ouvrions ailleurs. »« Non, la boutique sera parfaite, » répondit Camille. Sa voix trahissait une certaine nervosité. « Les enfants seront à l'école jusqu'à 16h30. Nous aurons le temps de parler. » Le Daussin. Lendemain matin, Philippe se rendit au bureau du procureur avec Maître Durand. La réunion fut intense mais concluante. Les preuves contre Étienne Leroy étaient suffisamment solides pour justifier l'ouverture d'une enquête officielle et l'émission d'un mandat de perquisition. « Le procureur est convaincu de votre innocence, » lui confia Maître Durand en sortant du palais de justice. « Il prévoit de faire une déclaration publique dès ce soir pour annoncer que les charges contre vous sont abandonnées et que Leroy est maintenant le principal suspect. »« Excellente nouvelle, » approuva Philippe. « Tiens-moi au courant des développements. J'ai un rendez-vous important cet après-midi. » Il se rendit ensuite au laboratoire d'analyse médicale où une enveloppe scellée l'attendait. Il la prit avec des mains légèrement tremblantes, résistant à l'envie de l'ouvrir immédiatement. Ce moment devait être partagé avec Camille. Quand il arriva à les fleurs de Camille, la boutique était vide de clients. Camille arrangeait nerveusement des lys dans un vase, ses gestes trahissant sa tension intérieure. Elle leva les yeux. À son entrée, son regard se fixant immédiatement sur l'enveloppe qu'il tenait. « Vous l'avez » constata-t-elle simplement. Philippe hocha la tête. « Je ne l'ai pas encore ouverte. » Camille retourna l'enseigne ouverte de la boutique pour afficher « fermé », puis verrouilla la porte d'entrée. « Montons » dit-elle doucement. « Nous serons plus à l'aise pour parler. » Dans le petit salon de l'appartement, ils s'assirent côte à côte sur le canapé. Philippe tendit l'enveloppe à Camille. « Voulez-vous l'ouvrir » Elle secoua la tête. « Non, faites-le, s'il vous plaît. Quelle que soit la réponse, nous devrons l'accepter ensemble. » Philippe ouvrit, soigneusement, l'enveloppe et en sortit une feuille pliée. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que Camille pouvait l'entendre. Il déplia le document,
parcourant rapidement les termes techniques jusqu'à trouver la conclusion. Probabilité de paternité, 99,98%. Lut-il, sa voix se brisant sur les derniers mots. Il leva les yeux vers Camille, incapable de prononcer un mot de plus. Des larmes coulaient librement sur son visage. Thomas était bien Mathieu, son fils, son enfant perdu depuis 7 longues années. Camille resta silencieuse, observant Philippe qui tenait toujours le document entre ses mains tremblantes. Son expression était indéchiffrable, mélange complexe d'émotions contradictoires. « Thomas et Mathieu », murmura-t-elle finalement, comme pour donner une réalité tangible à cette vérité scientifique. « Votre fils. » Philippe hocha la tête, incapable de parler. 7 ans de recherche, d'espoirs déçus, de fausses pistes et de nuits sans sommeil trouvèrent leur conclusion dans ces quelques chiffres imprimés sur un papier officiel. Le miracle qu'il avait cessé d'espérer s'était produit dans les circonstances les plus improbables. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Camille, sa voix trahissant son appréhension. Cette question ramena Philippe à la réalité immédiate, aux implications concrètes de cette découverte. « Nous respectons notre accord, » répondit-il fermement. « Je ne ferai rien qui puisse perturber Thomas. Rien ne doit changer brutalement dans sa vie. » Le soulagement qui passa sur le visage de Camille était évident. Malgré leur accord écrit, elle avait craint au fond d'elle-même que la confirmation ne change l'attitude de Philippe, qu'il ne décide de faire valoir ses droits parentaux de manière plus agressive. « Merci, » dit-elle simplement. « Mais nous devrons lui dire, à un moment ou un autre, il a le droit de connaître son histoire. » « Bien sûr, » approuva Philippe, « mais progressivement, avec l'aide du psychologue que vous avez contacté. Thomas a déjà vécu suffisamment de traumatismes. Nous devons avancer avec précaution. » Camille sembla apprécier l'utilisation du « nous », cette reconnaissance implicite qu'ils étaient désormais liés par le bien-être de cet enfant qu'ils aimaient tous les deux. « J'ai autre chose à vous annoncer, » poursuivit Philippe. « Mon nom va être blanchi publiquement dès ce soir. Le véritable responsable des malversations a été identifié. Il s'agit bien d'Étienne Leroy, comme je le soupçonnais. »« C'est une excellente nouvelle, » dit sincèrement Camille. « Vous allez pouvoir reprendre votre place à la tête de votre entreprise. » Philippe resta silencieux un moment, réfléchissant à cette perspective qui, étrangement, ne l'enthousiasmait plus autant qu'il l'aurait imaginé quelques semaines. Plus tôt. « Je ne suis pas sûr de le vouloir, » admit-il finalement. « Ces dernières semaines m'ont fait réaliser beaucoup de choses, sur ce qui compte vraiment dans la vie. » Camille l'observait attentivement, comme si elle découvrait une nouvelle facette de cet homme qu'elle avait d'abord perçu uniquement à travers le prisme de sa richesse et de sa notoriété. « Qu'allez-vous faire alors ? Je ne sais pas encore précisément, mais je veux être présent pour Mathieu, et pour Sophie aussi, ma fille. J'ai été trop absent de leur vie. » Ils discutèrent encore longtemps, élaborant un plan pour les semaines à venir. Philippe commencerait par des visites régulières, s'impliquant doucement dans la vie quotidienne de Thomas, créant progressivement un lien de confiance. Parallèlement, il consulterait le psychologue pour enfants recommandé par le service d'adoption, afin de préparer le moment où il révélerait à Thomas sa véritable identité. « Les enfants vont bientôt rentrer de l'école, » dit finalement Camille en regardant l'horloge murale. « Voulez-vous rester pour le goûter ?»« Avec plaisir, » répondit Philippe avec un sourire sincère. Lorsque Thomas et Manon arrivèrent, ils trouvèrent Philippe et Camille en train de préparer des crêpes dans la petite cuisine. L'odeur délicieuse et la scène domestique surprirent visiblement les enfants. « Monsieur Philippe, vous faites des crêpes avec maman ?» s'exclama Manon, ravie. « J'essaie, mais ta mère est bien meilleure que moi, » répondit-il en montrant une crêpe maladroitement retournée qui se déchirait dans la poêle. Thomas s'approcha timidement. « Je peux vous montrer comment faire si vous voulez, » proposa-t-il. « Maman m'a appris. » Le cœur de Philippe se serra à cette offre innocente. Son fils, qui ne savait pas encore qu'il était son fils, proposait de lui enseigner quelque chose. Ce petit moment banal contenait une intimité qui le bouleversait. « J'adorerais que tu me montres, Thomas. » Ce fut le début d'une nouvelle routine. Philippe venait presque tous les jours à la boutique, aidant Camille avec les livraisons ou la comptabilité, partageant souvent le dîner avec la petite famille. Thomas s'attachait de plus en plus à lui, l'attendant avec impatience, lui montrant ses devoirs, lui racontant ses journées à l'école. Un soir, alors que les enfants étaient au coucher,
Camille confia à Philippe ses inquiétudes financières. La boutique de fleurs, bien que stable, générait tout juste assez de revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels. Le loyer de l'appartement au-dessus du magasin augmentait régulièrement, et elle craignait de ne bientôt plus pouvoir se le permettre. J'ai toujours rêvé d'agrandir la boutique, de créer un véritable jardin urbain, où les gens du quartier pourraient venir se ressourcer, apprendre à connaître les plantes, expliqua-t-elle. Mais c'est un projet qui demande des investissements que je ne peux pas me permettre. Philippe. Réfléchis un moment. Je pourrais vous aider financièrement. Pas comme un prêt ou un investissement classique, mais comme un partenaire dans ce projet. Pour Thomas, pour Mathieu. Camille secoua la tête, sa fierté évidente. Je ne veux pas de votre argent, Philippe. Je me suis toujours débrouillé seul. Ce n'est pas une question d'argent, insista-t-il doucement. C'est une question de construire quelque chose ensemble, pour le bien des enfants. Pensez-y. Un espace où Thomas pourrait apprendre la botanique qu'il aime tant, où Manon pourrait développer sa créativité, où les enfants du quartier trouveraient un havre de paix. L'idée semblait toucher Camille, mais elle restait réticente. Je ne veux pas être redevable, et je ne veux pas que vous utilisiez votre argent comme un moyen de contrôle sur notre vie. Ce n'est pas mon intention, assura Philippe. Réfléchissez-y, c'est tout ce que je demande. Nous pourrions établir un partenariat équitable où chacun apporterait ses compétences, votre expertise en horticulture, ma connaissance des affaires. Camille promit d'y réfléchir, et le sujet fut temporairement mis de côté. Le scandale financier connut son dénouement public quelques jours plus tard. Étienne Leroy fut arrêté à son domicile, où les enquêteurs découvrirent des documents compromettants prouvant sa culpabilité. Philippe fut officiellement blanchi de toute accusation, et le conseil d'administration de Beaumont Immobilier l'invita à reprendre ses fonctions de PDG. À la surprise générale, il déclina l'offre. « Je souhaite prendre du recul », expliqua-t-il, lors d'une conférence de presse sobre. « Ces derniers mois m'ont permis de reconsidérer mes priorités. Je resterai actionnaire principal de l'entreprise que j'ai fondée, mais je délèguerai la gestion quotidienne à une équipe de direction en qui j'ai confiance. » Cette annonce fit la une des journaux économiques, suscitant spéculations et commentaires. Certains y voyaient les séquelles psychologiques du scandale, d'autres un calcul stratégique en attendant que la tempête médiatique se calme complètement. Mais Philippe savait ce qu'il faisait. Pour la première fois depuis des années, il avait une vision claire de ce qu'il voulait pour son avenir. Et cet avenir impliquait Thomas, Camille et même Manon, qui avait pris une place inattendue dans son cœur. Le moment de vérité arriva plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Un soir, alors que Philippe était venu dîner, Thomas se montra particulièrement silencieux, observant intensément son invité habituel. Après le repas, alors que Manon montrait à Camille un dessin qu'elle avait fait à l'école, Thomas s'approcha de Philippe qui était assis sur le canapé. « Monsieur Philippe, dit-il doucement, est-ce que je peux vous poser une question ?»« Bien sûr, Thomas. N'importe quelle question. » Le garçon hésita, jouant nerveusement avec le bord de son t-shirt. « Est-ce que vous êtes mon vrai papa ?» La question, si directe, si inattendue, figea Philippe sur place. Camille, qui avait entendu, s'approcha immédiatement, s'asseyant de l'autre côté de Thomas. « Pourquoi demandes-tu ça, mon chéri ?» interrogea-t-elle doucement. Thomas haussa les épaules, soudain mal à l'aise face à l'attention des deux adultes. « C'est juste que vous vous regardez bizarrement parfois. Et hier, j'ai entendu Manon dire à son amie Léa que M. Philippe allait peut-être devenir son nouveau papa. Alors je me demandais... » Philippe et Camille échangèrent un regard par-dessus la tête de l'enfant. Ils avaient prévu cette conversation, l'avaient préparée avec le psychologue, mais pas si tôt, pas ainsi, pas de manière si abrupte. Camille hocha imperceptiblement la tête à Philippe, lui donnant silencieusement la permission de répondre à cette question cruciale. Il prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes pour cet instant qui changerait à jamais leur vie. « Thomas, commença-t-il doucement, il y a longtemps, j'avais un petit garçon qui s'appelait Mathieu. Il avait 5 ans quand. Il a disparu un jour au jardin du Luxembourg. J'ai passé des années à le chercher, sans jamais perdre espoir de le retrouver un jour. » Les yeux de Thomas s'écarquillèrent, attentifs à chaque mot. « Il y a quelques semaines, le destin m'a conduit vers cette place enneigée où tu jouais avec Manon. Quand je t'ai vu, j'ai ressenti quelque chose, de très fort,
comme si mon cœur reconnaissait quelqu'un que mes yeux n'avaient pas vu depuis longtemps. Comme moi quand j'ai retrouvé Monsieur Lapin après l'avoir perdu au parc, intervint Thomas avec la logique simple des enfants. Philippe sourit tendrement. Un peu comme ça, oui, mais pour en être sûr, Camille et moi avons fait un test spécial qui permet de savoir si un papa et son enfant sont liés par le sang. Un test ADN, précisa Thomas, surprenant les deux adultes par sa connaissance. On a appris ça à l'école. C'est comme une empreinte digitale, mais pour tout le corps. Exactement, confirma Philippe, impressionné. Et ce test a montré que tu es bien Mathieu, mon fils qui avait disparu. Un silence suivit cette révélation. Thomas regardait alternativement Philippe et Camille, son jeune esprit assimilant cette information bouleversante. « Mais je ne me souviens pas de toi, dit-il finalement, une note de confusion dans la voix. Je ne me souviens pas d'être Mathieu. »« C'est normal, mon chéri, intervint Camille avec douceur. Tu étais très petit quand tu as été séparé de ta famille. Et parfois, quand des choses difficiles arrivent, notre esprit choisit d'oublier pour se protéger. Alors, tu n'es pas ma vraie maman ? Demanda Thomas, sa voix trahissant une soudaine inquiétude. Camille prit ses petites mains dans les siennes. Je ne t'ai pas mis au monde, c'est vrai, mais je t'ai aimé et élevé comme mon fils depuis que tu es arrivé dans ma vie. L'amour fait aussi les vraies familles, pas seulement le sang. Thomas sembla méditer ces paroles, son regard passant de Camille à Philippe. « Est-ce que ça veut dire que je dois partir vivre avec toi maintenant ?» demanda-t-il à Philippe, une note de peur perceptible dans sa question. « Non, absolument pas, répondit fermement Philippe. Tu resteras ici avec Camille et Manon. C'est ta maison, c'est ta famille. Je ne veux rien changer à cela. Je veux simplement faire partie de ta vie, si tu le veux bien. » Le soulagement sur le visage de Thomas était évident. « Comme maintenant ? Tu viens nous voir, on fait des crêpes et on parle de minéraux ?» Philippe sourit, ému par cette vision si simple et pourtant si juste de leur relation naissante. « Exactement comme ça, sauf que maintenant, tu sais que je suis ton papa. »« Et j'ai une autre famille aussi ?» questionna Thomas, commençant à entrevoir les ramifications de cette révélation. « Oui, tu as une grande sœur qui s'appelle Sophie. Elle a 12 ans comme toi. Et tu as aussi une autre maman qui s'appelle Élise. Ils seront très heureux d'apprendre que tu as été retrouvé. » Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « J'ai une sœur ? Je peux la rencontrer ? » « Bien sûr, quand tu te sentiras prêt. Nous ferons les choses à ton rythme, Thomas. Rien ne presse. » Manon, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'approcha timidement. « Est-ce que ça veut dire que Thomas va partir? Qu'il ne sera plus mon frère ?» Camille l'attira contre elle. « Non, ma chérie. Thomas restera toujours ton frère. Nous sommes juste en train de découvrir que notre famille est un peu plus grande que nous le pensions. » Cette conversation marqua le début d'une période d'adaptation pour tous. Thomas commença à voir régulièrement la psychologue pour enfants, qui l'aidait à comprendre son histoire et à intégrer sa double identité. Thomas pour Camille et Manon, Mathieu pour Philippe et sa famille d'origine. Progressivement, des fragments de souvenirs commencèrent à refaire surface. Un jour, alors qu'il feuilletait un album photo que Philippe avait apporté, Thomas pointa du doigt une image de la maison familiale à Neuilly. « Je me souviens de cet escalier, » dit-il. Soudain, je glissais dessus avec un coussin quand personne ne me regardait. Ces petites victoires sur l'oubli étaient précieuses, mais Philippe et Camille veillaient à ne pas forcer les souvenirs, à laisser Thomas redécouvrir son passé à son propre rythme. La rencontre avec Sophie fut un moment particulièrement émouvant. La jeune fille, d'abord méfiante et perturbée par ce frère revenu d'entre les absents, finit par se laisser toucher par la gentillesse naturelle de Thomas. Une complicité se développa entre eux, comme si les 7 années de séparation n'avaient jamais existé. Élise, l'ex-femme de Philippe, se montra plus réservée. La douleur de la disparition de Mathieu avait creusé un fossé trop profond entre elle et Philippe pour qu'une véritable réconciliation soit possible. Mais elle accepta de rencontrer Thomas et de faire partie de sa vie à distance respectueuse. Pendant ce temps, le projet de jardin urbain évoqué par Camille prenait forme. Après de nombreuses discussions, elle avait finalement accepté la proposition de partenariat de Philippe. Ils avaient acheté ensemble le bâtiment abritant la boutique Les Fleurs de Camille, ainsi que le terrain vacant attenant. Les travaux avaient commencé
pour transformer cet espace en un véritable havre de verdure au cœur du 20e arrondissement. L'architecture du lieu reflétait la vision commune qu'ils avaient développée. Un espace principal dédié à la vente de plantes et de fleurs, largement agrandi et modernisé, un jardin pédagogique où les écoles du quartier pourraient venir apprendre les bases de la botanique et de l'écologie, un petit café proposant des produits biologiques et locaux, et enfin, au dernier étage, un appartement plus spacieux pour Camille, Thomas et Manon. Philippe avait également fait aménager un petit studio attenant à l'appartement, où il séjournait occasionnellement lorsque les réunions ou les activités avec les enfants se prolongeaient tard dans la soirée. Cette proximité physique facilitait la construction de liens familiaux, tout en respectant l'indépendance de chacun. Le jardin, baptisé l'Éden urbain, devint rapidement un lieu de rencontre apprécié des habitants du quartier. Camille y organisait des ateliers de jardinage pour les enfants défavorisés, tandis que Philippe finançait des bourses pour permettre à des jeunes du quartier de poursuivre des études supérieures en botanique ou en horticulture. Cette nouvelle orientation professionnelle avait profondément transformé Philippe. L'homme d'affaires impitoyable avait cédé la place à un entrepreneur social, utilisant sa fortune et son influence pour des projets à impact positif. Il avait créé une fondation dédiée à la recherche d'enfants disparus et au soutien psychologique des familles concernées, s'inspirant de sa propre expérience. 1 an après la découverte de l'identité de Thomas, la vie avait trouvé un nouvel équilibre. Un soir de printemps, alors que les enfants étaient couchés, Philippe et Camille partageaient un verre de vin sur la terrasse de l'appartement, contemplant le jardin illuminé en contrebas. « J'ai reçu une proposition pour ouvrir un 2e. Éden urbain dans le 18e arrondissement, annonça Camille. « Qu'en penses-tu » ? « Je pense que c'est une excellente idée, répondit Philippe. Ce quartier manque cruellement d'espaces verts. Nous pourrions y intégrer un programme spécifique pour les personnes âgées isolées. Camille sourit, appréciant cette complicité professionnelle qui s'était développée entre eux. « J'aime la façon dont tu dis « nous », remarqua-t-elle doucement. Philippe la regarda, surpris par cette observation. « C'est naturel. Ce projet est le nôtre, comme cette famille que nous construisons ensemble. » Un silence confortable s'installa, entre eux chargé de non-dits et de possibilités. Leur relation avait évolué au fil des mois, passant d'une méfiance initiale à un respect mutuel, puis à une amitié profonde teintée d'une affection grandissante. « Je ne pensais pas que ma vie prendrait ce tournant, » admit Philippe. « Il y a 1 an, j'étais au fond du gouffre, accusé de crimes que je n'avais pas commis, toujours hanté par la disparition de Mathieu. Et maintenant, tu as retrouvé ton fils, créé un jardin, et tu t'apprêtes à ouvrir. » Une chaîne de fleuristes écologiques, compléta Camille avec un sourire taquin. « Qui l'aurait cru ?»« Pas moi, certainement, » rit Philippe, « mais je ne changerai rien à ce chemin imprévu. » Leurs regards se croisèrent, et dans cette connexion silencieuse, ils reconnurent tous deux que quelque chose de plus profond que l'amitié ou le partenariat professionnel était né entre eux. Quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé, mais qui semblait maintenant aussi naturel que les plantes qui s'épanouissaient dans leur jardin commun. « Camille, » commença Philippe, hésitant soudain comme un adolescent, « je me demandais si tu accepterais de dîner avec moi demain soir, juste tous les deux, comme un rendez-vous. » Le sourire qui illumina le visage de Camille fut sa réponse, avant même qu'elle ne prononce les mots. « J'attendais que tu me le demandes. » Cette nuit-là, en rentrant dans son appartement du 16e arrondissement qu'il occupait de moins en moins, Philippe réalisa à quel point sa vie avait changé. L'homme obsédé par le pouvoir et la réussite matérielle avait disparu, remplacé par un père, un partenaire, un homme qui avait redécouvert ce qui donnait véritablement sens à l'existence. Le destin l'avait conduit dans cette petite place, un léger du 20e arrondissement, pour lui offrir une seconde chance. Une chance de retrouver son fils, mais aussi de se retrouver lui-même, de reconstruire non seulement sa famille, mais son humanité tout entière. Thomas, ce petit garçon au regard profond qui était à la fois Mathieu et lui-même, lui avait appris la plus importante des leçons. La vie n'est pas faite de contrats et de transactions, mais de liens, d'amour et de moments partagés. Quant à Camille, cette fleuriste au caractère bien trempé qu'il avait d'abord accueilli avec méfiance,
Elle lui avait montré qu'on pouvait construire quelque chose de beau, partir de fragments brisés, comme ces bouquets magnifiques qu'elle composait à partir de simples fleurs. Ensemble, ils avaient créé un jardin, littéralement et métaphoriquement. Un espace où les enfants, Thomas et Manon, mais aussi Sophie qui venait régulièrement, pouvaient s'épanouir en sécurité. Un lieu où les blessures du passé, sans être oubliées, pouvaient enfin cicatriser. Et c'était là, peut-être, la plus grande richesse que Philippe Beaumont ait jamais possédée.